Bienvenue sur Aligné, le podcast qui révèle les managers. Dans une ambiance pause café, nous explorons tous les sujets qui touchent au management. Neurosciences, performance d'équipe, équilibre perso. Le tout rythmé par des conversations avec des invités qui font bouger les lignes. Je suis votre hôte, Patrice Marmouget, fondateur d'Organic Office, et vous écoutez Aligné. Mon invité aujourd'hui a passé plus de 15 ans dans l'ombre des podiums. C'est un homme de l'ombre. Plus de 30 médaillés olympiques ont bénéficié de son regard. Aujourd'hui, il accompagne entre autres Mélanie Hennick, l'une des nageuses françaises les plus abouties de sa génération, une future médaille olympique aux prochains Jeux olympiques, certainement. Mais Guillaume Rivas, puisqu'il s'appelle comme ça, ne s'arrête pas au sport. Il emmène aussi cette même grille de lecture dans les plus grandes entreprises. Dior, Metro, Lactalis, Allianz. Parce qu'il est convaincu d'une chose, un dirigeant sous pression et un athlète avant une finale, c'est le même être humain face à lui-même. Préparateur mental, posturologue, expert des profils neuromoteurs et créateur du modèle Unity. Guillaume lit dans le corps, là où les autres lisent des chiffres, et ce qu'il voit change tout. Alors Guillaume, bienvenue dans Aligné. Je suis ravi de pouvoir t'accueillir dans cette émission. Comment vas-tu ? Très bien, je te remercie. Super présentation. Alors, toujours la première question sur Aligné. Toi qui as eu le privilège rare d'observer les Français dans l'effort, qu'ils soient en maillot de bain ou en costume, avec ton regard extérieur, quelle est aujourd'hui la vision que tu as sur le management en France ? Bon, d'abord, merci pour cette parole que je vais pouvoir déployer. Alors, j'ai vraiment commencé l'entreprise il y a une quinzaine d'années. Donc, les choses ont un petit peu évolué puisque j'ai commencé avant Covid. Et je peux dire qu'il y a eu vraiment deux phases. Il y avait une phase un peu plus joyeuse et le Covid a amené un certain niveau d'incertitude. Alors, le management, pour moi, aujourd'hui, c'est uniquement de décider sous pression. La différence entre un athlète et un manager, d'abord, le manager est un athlète de la décision. Mais un athlète, il se prépare, il performe, il récupère. Ce qui n'est pas le cas de l'entreprise où on se prépare, on performe, on ne fête pas les victoires et on est dans une pression constante sur des longues périodes puisque la carrière d'un athlète, c'est relativement court dans une vie entre 5 et 15 ans alors qu'une vie professionnelle, ça l'est plus. Donc la différence, elle va être là. Et si je devais parler du management, pour moi, ce qui est le plus marquant, c'est l'oubli de soi-même dans le sens d'oublier sa singularité en disant qu'est-ce que je fais bien plutôt que de travailler sur les points faibles, essayer de mettre en avant ce que je fais de bien et d'essayer de le mettre au service du collectif. Moi, j'aime bien parler de la performance individuelle par le collectif en disant ce que je sais faire peut servir à d'autres et ce que je ne sais pas faire, je peux aller le puiser chez l'autre et c'est ensemble qu'on pourra construire pour moi un management plus écologique et plus performant. Alors du coup, aujourd'hui, par rapport à ça, toi, ta vision sur le management en France, toi qui as aussi un peu voyagé, qui as vu beaucoup d'entreprises. L'avènement de l'IA qui va les temps de décision et donc augmenter la production et le besoin d'immédiateté, ce qui fait qu'on va avoir une machine qui va plus vite que nous et je pense qu'on n'est pas encore adapté à ça. Donc il y a une petite différence entre le temps organique qui a besoin de ses 24 heures, qui a besoin de son repos, qui a besoin de ses saisons et le temps numérique qui est une machine à produire. Peut-être aussi l'augmentation de l'incertitude, puisque avant on réfléchissait sur des plans d'entreprise sur plusieurs années. Le Covid nous a amené la notion d'incertitude. Ouais. Une nouvelle génération qui arrive avec des nouveaux besoins. Donc pour moi, si je devais qualifier le management ou le leadership maintenant, c'est un nouveau défi. Un nouveau défi, avec beaucoup de changements de paradigme qu'il va falloir appréhender, un peu comme peut y avoir dans le sport quand il y a un nouveau règlement, une nouvelle chose qui arrive, une nouvelle technologie, où il va falloir s'adapter, et rapidement. Rapidement. En tout cas, c'est ma vision. Hein. Oui, tu as raison. Alors, toi, tu es un grand spécialiste de la posturologie, mais en fait, tout le monde ne connaît pas la posturologie. Et si on veut essayer de vulgariser, concrètement, la posturologie, ça consiste en quoi ? Alors, la posturologie, c'est l'étude de l'organisation de la posture. Dans cette discipline, il y a une spécialité qu'on appelle les préférences posturales ou les préférences neuromotrices. C'est un peu comme droitier et gaucher. Donc, on a une tendance à utiliser sa main droite plus que sa main gauche. Mais pour la posture, c'est la même chose. On va avoir une tendance à préférer des axes ou des directions. Je préfère plutôt m'étirer vers le haut pour être stable, plutôt me tasser vers le bas. Je vais avoir une tendance à marcher plutôt en me jetant vers l'avant ou en me stabilisant vers l'arrière.
Et l'ensemble de ces processus vont avoir des répercussions sur l'organisation du geste sportif, mais aussi sur les stratégies de décision visuelle. Et l'extrapolation de cette méthode, c'est aussi que ça va générer des fondations, ce qu'on appelle des proto-comportements. Ça veut dire que ça va prototyper nos comportements et nos décisions. Et donc, sous pression, si par exemple je dois faire une trachéotomie à quelqu'un de ma famille et que je suis droitier, je ne vais pas me chauffer avec la main gauche. Je vais faire avec ce que je maîtrise. Ben, sous stress, on va avoir tendance à choisir ces proto-comportements de manière préférentielle. Donc, c'est un avantage parce qu'on les maîtrise. Le seul problème, c'est que ces comportements qu'on maîtrise, on va les utiliser dans des situations où on va pouvoir performer. Mais malheureusement, quand on va être dans une situation où on n'a pas le bon outil, on va quand même les utiliser. Et là, c'est là où ça pose problème. Si par exemple, je suis quelqu'un de créatif ou que je suis quelqu'un qui a besoin de beaucoup d'informations et que je suis dans un environnement qui ne le permet pas, je n'ai pas de plan B. Donc, je vais systématiquement reproduire la même chose et attendre un résultat différent, ce qui est le comble de la folie. Donc, l'idée, c'est de dire qu'est-ce que je sais faire ? Est-ce que la situation me le permet ? Si ce n'est pas le cas, réajuster mes objectifs. Si je suis droitier et que j'ai une paire de ciseaux de gaucher, je vais galérer. Donc, soit je prends conscience que la situation, elle n'est pas adaptée et donc je ne peux pas me challenger, soit j'y vais doucement et je fais de mon mieux. Et c'est là où, pour moi, l'entreprise a à apprendre, c'est de se dire on ne peut pas tous tout faire de la même façon. Pour ceux qui ont des enfants, ils se rendent bien compte qu'on a beau avoir 2 ou 3 enfants, on les éduque de la même façon, ils ne grandissent pas de la même façon. C'est donc qu'il y a déjà génétiquement des tendances, des préférences. Et le monde de l'entreprise, avec ces gigasystèmes de gestion qui essaient de tout normaliser, on ne peut pas tous rentrer dans des cases. Donc parfois, dans des contextes, il y a des cases où on rentre et on se dit qu'on est à l'aise et que c'est facile. Puis il y a des fois des cases où c'est étriqué. Puis il y a des fois des cases où on n'arrive pas à rentrer. Et au lieu de nous dire qu'on n'est pas adapté à la case, on va juger le comportement, on va nous dire qu'on n'y arrive pas, qu'on n'est pas compétent. Et on va essayer de forcer. C'est là où ça devient compliqué. C'est comme rentrer dans un pantalon trop petit. C'est difficile. On va essayer de forcer, puis à un moment donné, le bouton va nous dire non. Ben voilà, c'est la même stratégie. Et alors, en quoi, finalement, la posturologie révolutionne la lecture que tu peux avoir, soit d'un athlète, soit d'un dirigeant ? Alors, révolutionner, ça serait un peu prétentieux. En tout cas, ça amène une autre lecture. D'abord, ça permet de mettre, si on prend l'exemple de l'athlète, de remettre la tête au centre. Souvent, les athlètes, dans beaucoup de disciplines, ils ont des gestes appris. C'est-à-dire qu'on sait marcher, on apprend rapidement à marcher tout seul, mais tous les gestes sportifs vont être inculqués par quelqu'un d'autre. Donc, si la personne elle a pris en considération ce qu'on sait faire, elle va coller l'apprentissage avec qui on est. Mais malheureusement, il y a beaucoup de gestes, on va vous dire, le geste idéal, dans le tir ou dans le golf, c'est comme ça. Et si ce geste ne nous correspond pas, on va essayer de faire de notre mieux, puis on va arriver à un plafond de verre. Si par exemple, on va prendre l'exemple d'un Messi qui est gaucher, si on lui avait dit non, le pénalty se tire du pied droit, il aurait bien été emmerdé. Et si on fait pareil dans l'éducation ou dans l'entreprise, c'est la même situation. Donc l'idée, c'est à travers la première lecture qu'est le corps, c'est de comprendre comment le corps décide. Et la première décision, c'est le mouvement. Quand on va observer un corps qui bouge, sans qu'on prenne la moindre décision, il va faire ses choix. Il va faire un point d'appui visuel, il va faire une désorganisation. Puis ça va marcher sans nous. L'idée, c'est de se dire, si le corps il arrive à le faire, est-ce qu'on ne pourrait pas l'utiliser dans l'entreprise, dans l'enseignement, dans le sport, pour dire, partons de ce qui marche, partons de ce qu'on sait faire. Et à partir de là, construisons un protocole écologique. Et donc, l'approche posturale, c'est de se dire, plutôt de questionner la tête, vu que c'est souvent elle qui a posé le problème, c'est le mental. Ouais. Donc, c'est le cognitif qui va se dire, j'ai appris quelque chose, j'essaie de le remettre. Ouais. On va se dire, comment le corps il bouge, de quoi il a besoin pour bouger de manière efficace, et on va essayer de prototyper ce qui marche et le réintégrer dans un comportement. C'est un peu théorique, non ? Non, Ça va c'est pas trop théorique, mais si on peut être un peu plus pratique. On va prendre une technique. Comment tu lis quelqu'un la première fois que tu le Ok. vois ? Parce que moi, par exemple, quand on s'est rencontrés, on avait rendez-vous dans un bistrot à Paris. Comment tu m'as lu ? C'est quoi les premiers éléments, les signaux ? Ça, c'est quelque chose qu'on me dit souvent. On va dire, tu dois passer des journées infernales à lire les gens. Ouais. Alors déjà, un profil, il se lit pas, il se donne. Il y a des gens qui sont ouverts et qui vous donnent leur profil. C'est comme quelqu'un qui parle avec un accent. C'est pareil avec le corps. C'est-à-dire qu'il y a des typologies, il y a des gens qui bougent beaucoup, il y a des gens qui ont des mouvements particuliers. Ils sont expressifs, c'est-à-dire qu'ils ont un corps expressif. D'accord. Qui vont exprimer qui ils sont. On D'accord. va prendre ensuite la partie technique. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont marcher avec des fréquences de marche, avec des types de déséquilibre. Quelqu'un qui marche tout le temps en ayant des micro-chutes, c'est quelqu'un qui se projette. Et donc, quand je vois quelqu'un qui marche avec ces types de marche, j'écoute différemment. J'essaie de dire, tiens, j'ai observé ça du corps. Est-ce que le corps et la parole disent la même chose ? Donc, généralement, les gens qui sont alignés, ils vont bouger comme ils parlent. Et on voit dans les politiques qui sont souvent très, très guindés, ils ont un discours qui est très appris, et souvent, ce n'est pas cohérent entre ce qu'ils disent et ce qu'ils expriment corporellement. Alors que les grands orateurs
ou les grands interprètes musicaux, quand ils vont exprimer une chanson, il se passe quelque chose. Un peu comme un violon qui est réglé. C'est pareil pour une personne. Donc je vais observer sa démarche. J'ai des techniques d'observation, les types de déséquilibre, les types d'enroulement de la colonne, les types de mouvements oculaires. Donc ça va me donner des tips, haute fréquence, basse fréquence, différents tips. Et je croise la typologie mécanique et le champ lexical. Et je vois que s'il y a une cohérence. Et en fonction de cette cohérence, je vais me dire, tiens, c'est quelqu'un qui a plutôt ce type de besoin pour bouger. Et après, dans l'échange, je vérifie qu'il a ce type de besoin pour communiquer. Quand on s'est rencontrés la première fois, j'avais vu qu'il y avait un côté très rebondissant dans ta technique. Et je voyais que dans tes De marche. Ouais, de marche. Mmh. Et que dans tes façons de te présenter, il y a quelque chose de très rebondissant. Et je me suis dit, on va jouer au ping-pong. Puisqu'on aime rebondir. Hop, ça s'est fait comme ça. Donc c'est comme si j'avais plusieurs langages. Et donc, tu arrives à savoir si les personnes sont alignées. Quand tu parles de champ lexical, ça veut dire que tu vois si effectivement le discours il est aligné avec ce que dit le corps. Exactement. Mais ça, D'accord. les gens le sentent. Hein. Quand tu es fatigué, tu vas dire, je Ouais. me sens pas bien. Je me Ouais. sens pas bien dans mon corps. Comme ça va bien dans un vêtement. Donc si la personne, elle est bien, qu'elle est dans sa vitalité, qu'elle exprime qui elle est, qu'elle est dans un contexte sécurisant, elle va exprimer avec ce qu'elle a. Ce qu'on appelle des personnalités. En fait, la personnalité, c'est juste une continuation de comment fonctionne ton corps. Donc l'idée, c'est de créer d'abord un contexte chaleureux, bienveillant, sécurisant, pour que la personne elle puisse se libérer et exprimer qui elle est. Et après, j'ai des petites cases d'observation, le son de la voix, le type de respiration, la manière de bouger, qui vont me donner des axes d'orientation sur comment s'organise le corps, sur quoi se pose ton attention. Et je me dis, OK, entre vers quoi tend la communication, comment la personne, elle chope des mots, elle regarde, et comment elle bouge, est-ce qu'il y a quelque chose de cohérent? Et j'avance comme ça, comme je fais une enquête en fait. Et donc, si après, tu as un échange avec la personne, tu essaies de trouver des solutions pour aligner les deux choses, en fait. Ton rôle à toi, c'est d'aligner les Quand je suis en personnes. accompagnement, oui. Quand je suis dans la vie de tous les jours, je suis un être humain. Je ne suis pas en train de faire de la traduction. Avec ton boulanger, par On exemple. va dire que ça m'a ouvert un champ pour être plus disponible avec les gens avec lesquels j'avais des difficultés. Par exemple, des gens qui vont être très analytiques, très pointus. Plutôt de dire, c'est moi le problème, c'est qui ont tort. Je vais essayer de trouver une façon de créer un lien. Moi, j'ai besoin de créer du lien. Donc, la meilleure façon de créer du lien, c'est de parler tous les langages. Donc, voilà, c'est ça la technique, en fait. L'idée, c'est d'être ouvert. Donc, si, par exemple, à l'opposé, pour répondre à ta question, quand je suis dans un accompagnement, la première chose, c'est quel est le besoin de l'individu. Ensuite, quel est son mode de fonctionnement. Et ensuite, je compare quel est le contexte dans lequel elle évolue. Je te donne un exemple. Tu vois un poisson qui est en train de souffrir. Tu vois que c'est une truite. Et que tu le prends dans la mer. Tu dis, il n'est pas adapté à son environnement et donc il ne peut pas respirer. C'est pareil pour un manager ou un athlète. Quel est son besoin de base? Donc ça, c'est mes techniques où je vois comment le corps il s'organise, comment il se stabilise, c'est un besoin. Après, je vais voir comment il se coordonne, c'est-à-dire comment est-ce qu'il décide et il bouge. Et après, la personne, elle me donne son contexte. Et elle va me dire, voilà, dans ce contexte-là, c'est facile, dans ce contexte-là, c'est difficile. Et j'essaie de montrer à la personne, voilà ça, est-ce que ça te parle par rapport à ton contexte? Et ensuite, une fois qu'on a fait une espèce d'audit, on va essayer de trouver des techniques de régulation. Tu vois, une truite, on essaie de la ramener dans une rivière. Ça paraît tout bête, hein, mais ça voudrait dire quoi dans l'entreprise? Ça veut dire quoi dans le sport? Si par exemple, il y a certains athlètes qui ont un geste qui ne leur correspond pas, on essaie d'abord de faire part de qu'est-ce que tu ressens. On essaie de comprendre, on essaie d'analyser, après on fait des propositions. Mais c'est toujours à la personne après de se réapproprier la proposition. J'imagine toutes les conséquences sur le management en entreprise. Si tous les managers, demain, en France et ailleurs, étaient posturologues, ça les aiderait grandement dans... Alors, ils le sont dans- déjà. C'est-à-dire que les bons managers, ils profilent parce qu'ils ont des outils. Il y a plein d'outils qui existent. Celui-là, c'est juste un complément où la lecture, elle n'est pas uniquement cognitive, elle est intellectuelle. Pour moi, les meilleurs, c'est les commerciaux. Les commerciaux, ils n'ont pas leur grille de lecture devant, ils n'ont pas leur petit tableau. Donc, ils sont obligés d'écouter l'autre. Parfois, ils peuvent passer à côté. Mais ils ont cette intuition de pouvoir capter rapidement les individus parce qu'il faut leur permettre de décider l'acte d'achat. Donc, ils vont être obligés d'être à l'écoute. Et donc, ils savent le faire. Tout le monde sait le faire. Quand je fais les ateliers, je montre très rapidement aux gens comment le faire et ils se l'approprient très rapidement. C'est quelque chose qu'on sait faire. Moi, je amène juste une prise de conscience pour mettre des mots sur ce qu'ils voient. Mais on sait tous le faire. Alors, on a tous un peu un instinct de posturologue. Après, il nous manque la théorie, certainement de la pratique. On sait tous observer un corps qui marche. On va dire, il marche comme un Parisien, il marche comme un Marseillais. Il y a toutes des façons de bouger. On voit quelqu'un qui marche très rapide. Vous allez à la Défense, quand ils arrivent, je pense que vous observez qu'il y a une façon de marcher. Tu vois, qui n'est pas la même quand tu es en tongs à Rio de Janeiro. Toutes ces choses, une fois qu'on commence à les modéliser et qu'on les donne en acquisition,
C'est comme apprendre une langue. En fait, c'est juste une nouvelle langue. Alors au début, tu dis, ah, bah, c'est un anglais. Et après, tu dis, non, c'est pas un anglais, c'est un écossais. Puis après, tu dis, ah, bah non, c'est un écossais du sud. Tu vois, mais déjà, faire la différence entre un anglais et un espagnol, bah, c'est pareil dans la posture. Est-ce que c'est quelqu'un qui est plutôt vers l'avant, plutôt vers l'arrière? Tu vas avoir une première lecture, ça va donner des tips. Puis après, tu vas rentrer comme ça dans la finesse et tu vas pouvoir, quand tu comprends comment marche la personne et que tu lui dis, j'ai compris comment tu fonctionnes. Ça ne veut pas dire je sais qui tu es, mais j'ai entendu. Est-ce que ça te parle? Est-ce qu'on parle le même langage? Est-ce que c'est bien ça, ton besoin? Je suis désolé, hein, je parle beaucoup en métaphore, ça c'est lié à mon profil. C'est quand tu invites quelqu'un à manger, tu lui demandes est-ce que tu as des allergies, qu'est-ce que tu aimes pas. Si quelqu'un vient que c'est un vegan et que tu as fait une côte de bœuf, ça va être long la soirée. Hein. C'est pour ça que je dis naturellement on le fait. Quand on est à l'écoute, quand on est ouvert, quand on est curieux. Voilà. Après, c'est juste un outil complémentaire. C'est juste une lecture différente puisque la lecture du corps n'est pas un outil classique en entreprise. Non, justement. Et pour avoir bénéficié de ton analyse, je me dis que c'est incroyable. Tu m'as appris sur moi à travers mon corps. Et je me pose la question de savoir pourquoi c'est pas plus utilisé justement en entreprise, par les managers, par les commerciaux aussi pour pouvoir avancer avec leurs prospects. Pourquoi, à ton Alors, avis, c'est pas plus utilisé? Cette technique est quand même aujourd'hui. Enfin, moi, ça fait plus de 15 ans que je le fais. Je ne suis pas le seul, on est plusieurs à être formés. Donc, ça se fait. C'est juste que la formation, elle est un peu longue et que la logique d'intégrer le corps dans l'entreprise, ce n'est pas automatique. Et puis, la scalabilité, elle est particulière parce qu'il faut que je prenne les individus un par un. Donc, c'est un outil d'expertise. Ce n'est pas un outil de massification. C'est que comme on travaille sur la singularité, il faut qu'on puisse prendre les gens individuellement. Même ça ne dure qu'une minute. Voilà. Mais ça peut se faire que d'humain à humain. Et la chance que j'ai, c'est que comme maintenant on va développer l'IA, bah ça, l'IA ne pourra pas le faire pour l'instant. Donc, tant qu'on est dans un rapport d'humain à humain et de sensation, pour l'instant, l'IA, elle n'a pas de sensation. Pour rien vous cacher, hein, j'ai essayé de le digitaliser avec des caméras. Ça ne marche pas. Parce que c'est trop complexe. C'est-à-dire que l'être humain, il a une capacité à capter des informations dans un contexte que pour l'instant... L'IA ne pourrait pas le faire. Non, il y a trop de paramètres. Alors peut-être un jour, mais j'ai encore quelques années à me protéger. Ça va, à moins de te préserver. Ouais, alors, tu as eu la chance de travailler toi, avec des champions olympiques. Hein. Et qu'est-ce qui t'ont appris, toi, de la performance de haut niveau? Alors, d'abord, c'est que c'est des êtres humains. C'est que nous, extérieurement, on voit ça comme des dieux du stade, que c'est des moines, parce que les gens n'imaginent pas... les sacrifices. C'est inimaginable. Alors voilà, moi j'ai beaucoup œuvré dans la natation. On n'imagine pas l'hygiène de vie, la difficulté de se lever tous les matins, de se faire entre 50 et 70 bornes par semaine. Toute sa carrière se joue sur 3 ou quelques dixièmes. Je prends l'exemple du 50 mètres nage libre, que ça se joue à 3 fois rien, et que ça se joue à un mauvais départ, à une respiration. On n'imagine pas le niveau d'exigence, on n'imagine pas la précarité, et on n'imagine pas ce que ça demande comme sacrifice. Voilà, c'est vraiment inimaginable. Donc moi, j'ai énormément de respect, et c'est eux mes enseignants. Hein. Moi, j'arrive humblement avec mon approche. Ce sont des experts du corps. Ils ont une connaissance qui est incroyable. Ils vont savoir une angulation. Pour les nageurs, ils vont vous dire la densité de l'eau. L'eau, elle est trop chaude, elle est moins dense. Ils vont vous dire des choses incroyables. Enfin, en tout cas, pour les nageurs et pour les autres disciplines, c'est la même chose. Donc voilà, c'est des experts du sensible. Tu accompagnes en ce moment, Guillaume, Mélanie Hennig, une future médaillée d'or, on l'espère. En tout cas, sa discipline est passée olympique, ce qui est déjà une énorme chance. Alors, c'est quoi sa discipline? Parle-nous un peu d'elle, quel est son parcours. Je sais que tu as une particulière affection pour Mélanie, pour son parcours, et donc parle-nous un petit peu d'elle. Alors Mélanie, je l'ai rencontrée, je crois, il y a 7-8 ans au Cercle des nageurs de Marseille. On s'est observé, elle m'a testé, voilà. Et puis rapidement, j'ai commencé à l'accompagner. C'est une nageuse du papillon, 50 mètres papillon, de tête, 16 participations, 14 fois championne de France. Elle a déjà un palmarès. En Europe, elle a participé au monde, elle a participé à plusieurs Olympiades. La seule chose, c'est que le papillon n'était pas olympique en 50 mètres. Et pour la première fois à Los Angeles, il l'est. Donc évidemment, l'idée, c'est que de pouvoir lui permettre d'être la première médaillée olympique. En tout cas, que la chenille devienne papillon. C'est ça un petit peu notre faire-valoir, c'est que à travers toutes ces années, je crois qu'elle commence à nager, elle avait 8 ans, elle en a une trentaine d'années. C'est une nageuse avec une sensibilité, avec beaucoup d'écoute, beaucoup de curiosité. Et j'ai la chance d'avoir croisé son chemin et d'apprendre tous les jours à ses côtés. Et donc, toi, tu apprends à ses côtés, en toute humilité, parce que je sais que tu es quelqu'un de très humble. Mais qu'est-ce que tu lui as apporté, toi, Mélanie? Ça, il faudrait demander à elle. Hein, mais ce que je lui ai amené, peut-être une meilleure connaissance d'elle-même, ou moins une validation de certaines intuitions qu'elle avait, peut-être qu'elle n'osait pas mettre en premier. Parce que quand on est une nageuse et qu'on a commencé le haut niveau à 12-13 ans, on a l'habitude de faire ce qu'on nous demande, et qu'on arrive à 30 ans et qu'on a toujours fait ce qu'on nous demande, de se poser la question de ce qu'on a vraiment envie. Je suis au centre, et qu'est-ce qui fait sens? Donc, humblement, je pense que je lui ai amené ça. Une lecture du corps différente.
peut-être aussi qu'il y a des choses qu'elle sentait, mais qu'elle ne s'autorisait pas à faire. Je pense à des départs sur le plongeon, à des choses sur des techniques de respiration. Le 50 mètres, ça a quelque chose de particulier, c'est que vraiment, c'est entre 20 et 30 secondes. Hein, Ouais, c'est à fond. Donc ça veut dire que En chaque... plus, en papillon, c'est Puis, violent. mais ça veut dire que là, on travaille aussi avec Pierre Goudenèche, qui est un brasseur, c'est que tout est au millimètre. C'est de l'horlogerie. Alors, tout est de l'horlogerie, mais ils sont tellement tous forts, ça va se jouer. C'est-à-dire qu'en gros, entre le premier et le huitième, il y a une phalange. Entre le premier et le huitième. On ne connaît que les 2 premiers, voire les 3 premiers. Donc, ce que j'ai C'est au voulu- millimètre, là, on peut Ouais, le dire. Et puis, ce que je lui ai apporté, je pense que c'est aussi accepter sa sensibilité comme étant une force, c'est pas une faiblesse. Et puis qu'elle sache jouer avec. Voilà, peut-être ça. Après, voilà, ce sera à elle de dire les résultats. Tu veux qu'on l'appelle? Tu peux appeler Mélanie? On sait jamais, hein, si elle décroche. Ben, alors moi, je serais ravi de savoir. Bon, Mélanie, est-ce que tu es là? Si elle décroche. j'espère qu'elle va décrocher. Oh! Allô? Oh, salut Mel, t'es là? Je suis là. Bon, écoute, je suis avec Patrice, un ami. On fait un podcast. Il m'a harcelé de questions. Qu'est-ce que je faisais? Comment ça marchait? Et puis, il m'a parlé de Ouais. toi. Et puis, il m'a demandé ce que je t'avais apporté. Je lui ai dit que j'en savais rien. Et qu'il fallait te demander. Voilà. Alors moi, Mélanie, moi c'est Patrice Salut. d'Organic Salut. Office. Je suis ravi déjà que tu aies pu décrocher. Concrètement, Mélanie, en pas longtemps, hein, on va pas te prendre trop de temps. Qu'est-ce que t'as apporté, Guillaume? Eh ben, Ah, c'est... je dirais, il a su mettre en valeur ce que je voyais pas chez moi. Voilà, Ah. en gros. Bah, en gros, c'est gentil, ça me touche vachement. C'est-à-dire des Et, forces que tu avais que tu voyais pas. Ben, en fait, c'est des fois dans la vie, on traverse pas mal d'épreuves et du coup, on n'est pas forcément conscient de la force qu'on a, autant mentale que physique, tu vois. Et je crois que, enfin, j'en suis sûre, Guillaume m'a aidé à vraiment prendre conscience de ça. Et du coup, m'affirmer dans ça et vraiment, ouais, juste prendre conscience, l'acter, tu vois. C'est pas seulement en avoir conscience, mais le savoir et L'assumer. Voilà, l'assumer, s'en imprégner, tout ça, quoi. Donc, c'est une grosse étape, quoi. Qu'est-ce qu'on peut avoir de mieux que d'assumer Rien, ses moi, forces? bon, en tout cas, bah, ça y est, t'es descendu de ton vélo? Parce que Mélanie est à Stockholm. Hein. Ah, d'accord. Parce que Mélanie, là, il a gentillesse de nous décrocher, mais elle est à Stockholm. J'espère que t'as beau temps, parce qu'ici, il fait pourri. Hein. Ah, il fait bon, là. Il fait bon. Demain, il pleut. Ah, bon, bah écoute, profite. Merci beaucoup, Ouais. Mélanie. En tout cas, on sera avec toi pour les Jeux Olympiques, derrière toi, pour ta Merci, médaille, parce merci. qu'on sait que tu auras une médaille. On le sait déjà. Merci. J'espère. Je vous crois, alors, du coup. Voilà. Merci, Tu Mel. Allez, on s'appelle, je t'embrasse. Ciao. Au revoir, Mélanie. plaisir, Merci ouais, beaucoup. bisous. Voilà, tu vois, c'est le plus beau cadeau, ça. Comment tu veux qu'on te dise plus quand on Mais dit un truc rien, comme ça. c'est Tu vois, rien. c'est ça qui est fort dans notre métier, c'est pas les médailles, c'est les gens qui te font confiance et qui te disent des trucs comme ça. tu vois. Ah. Ah, ça me bouleverse, moi, chaque fois qu'on me dit ça. Moi, je fais ça que pour ça. en Moi, déjà, ça me bouleverse. Pourtant, je n'ai rien fait du tout. fait. Tu vois, quand on te fait un cadeau comme ça, que ce soit des dirigeants, des athlètes régionaux, olympiques, des gens qui te disent des trucs comme ça met du sens à ton métier, quoi. C'est Ouais. pas uniquement rentrer dans une case, faire un Bien truc, faire ton cours. C'est de temps en temps, il se passe un coup de magie et puis tu es sur le parcours de quelqu'un et puis va savoir pourquoi il se passe un truc. Là, on parle d'une athlète. Mais dans le monde de l'entreprise, c'est pareil. Dans le monde d'entreprise, On a j'ai tous eu des personnes Ouais. à un moment donné qui nous ont fait nous Et surpasser, puis si c'est pas performer. nous, ben, on a participé, ça sera peut-être quelqu'un d'autre, mais voilà, les gens qui se donnent du mal pour avancer, se réinventer, bah, être reconnaissant et puis au moins, tu vois, avoir la gratitude de dire voilà, tu m'as fait confiance pendant un temps, je fais de mon mieux pour t'accompagner sur ce chemin. Mais en tout cas, si Mélanie a une médaille, et si elle Non. gagne, Mélanie, Quand elle aura Mélanie- une- quand quand Mélanie Mélanie aura aura une une médaille, médaille. j'aurais une grosse pensée pour toi, Guillaume, parce que Non, il y non, a c'est une elle. petite partie de sa médaille Non, non, qui moi sera, quoi. c'est elle. La médaille, c'est elle, c'est son cadeau à elle. Moi, je suis Eh ouais, juste. ça, c'est Guillaume Moi, je suis l'humilité. comme un kiné. Enfin, je fais partie du projet, mais c'est son projet à elle. Eh ouais, mais tu disais tout à l'heure, c'est une équipe. Oui, mais Même en natation. je fais partie de l'équipe, mais Voilà. c'est elle le boss. Ouais, bien C'est sûr. elle l'entrepreneur, c'est elle qui met son quotidien. Moi, je suis juste celui qui gonfle les pneus de temps en temps. C'est tout. En tout cas, voilà, ce qui est très bien, c'est que on a vécu une année, enfin, elle a vécu une année difficile l'an dernier à Mare Nostrum à Monaco. Et là, elle vient de refaire un podium à Monaco. Donc voilà, ça part bien. Ça part bien. Parce que les Jeux, c'est bientôt. Ouais, on a 2 ans. Enfin, Ouais. elle a 2 ans. Je Ouais. dis on parce que je suis investi dans ce projet, mais c'est ses jeux à elle surtout. Et c'est voilà, moi, je suis là pour l'accompagner. C'est son projet, quoi. L'idée, c'est que c'est elle la boss. Bon. Et que voilà, tant qu'elle veut de moi dans son On parcours. la suivra avec toi, Guillaume, c'est sûr, pour voir Ah ce ouais, qu'elle mais va faire. c'est vraiment une belle personne. Une belle personne. D'accord. Donc, Dior, Alliance, toutes ces entreprises que tu as suivies, comment tu as fait ce saut du sport? Tu viens au monde de l'entreprise et du management. Alors, c'est le fruit du hasard.
J'ai commencé l'entreprise parce que j'ai toujours mélangé. J'ai créé ma première société en 2001 où j'accompagnais des athlètes. Donc moi, je suis accompagnant en prépa mentale depuis 2005. Mais avant, j'avais une autre vie, c'est que je faisais de la prépa physique pour les athlètes et les dirigeants blessés ou en burn-out. Donc j'ai toujours été dans cet environnement-là. Et donc je suis très rapidement passé à la prépa mentale. Et donc j'ai toujours eu un accompagnement des dirigeants qui sont pour moi des athlètes. Voilà, j'ai une passion pour tous les gens qui ont des Mental défis. et physique. Alors j'avais commencé physique Oui. et après, à sur le 2005, que mental. mental. D'accord. Et donc, j'ai toujours eu des entrepreneurs, des dirigeants, des entrepreneurs et des athlètes. Et je crois, alors il y a 15 ans, alors je n'ai pas les dates en tête exactement, combien ça fait un calcul, vous le ferez pour moi, mais j'ai un de mes dirigeants qui m'a dit, écoute, j'ai un de mes voisins qui a un centre de formation, tu devrais aller taper à sa porte. Bon, moi, curieux, je vais taper à sa porte. Il me dit, c'est intéressant ce que vous faites, justement, j'ai une de mes formatrices qui m'a dit qu'elle est malade, est-ce que vous pourriez, semaine prochaine, aller du côté de Tours pour la remplacer? J'avais jamais fait de formation. Je ne connaissais rien dans l'entreprise. Et j'y suis allé, le défi, en me disant, de toute façon, qu'est-ce que je risque? Et puis voilà, c'est une aventure qui a duré. Et puis ensuite, quelques années après, il y a un groupe qui m'a recruté parce qu'il cherchait quelqu'un qui avait une posture différente. Il cherchait l'armée ou le sport. Et donc, Cyril Legrand, un ami qui était dirigeant d'un groupe qui s'appelle Companions for Leadership, anciennement Oxford Leadership, cherchait un profil atypique pour faire ce qu'il appelait l'intelligence totale. Et dans l'intelligence, ils avaient l'intelligence émotionnelle, l'intelligence stratégique, mais il manquait quelque chose autour du corps. Et il cherchait un outil transférable. Et voilà, on s'est rencontrés, ça a matché, il m'a envoyé chez Metro, on a fait Lactalis, enfin, toutes les entreprises que tu as citées, c'est grâce à lui. On a commencé d'abord par faire des booster camps, puis après on a fait des COMEX. Puis voilà, ça continue comme ça. Et puis après le reste, le bouche à oreille, les rencontres. Avec toujours le même plaisir. Ouais. Avec les résultats, parce que dans le sport, c'est plus facile de voir en tête les Ouais. résultats. Voilà, tu gagnes, tu perds, tu te sens mieux. Ouais. Dans l'entreprise, C'est comment plus on arrive subtil. à dire si finalement le passage de Guillaume Ben, a été bénéfique à la performance? alors on ne peut pas le dire directement, c'est que tant qu'ils font appel à moi, c'est que ça leur plaît. C'est vrai, Et, j'adore ton donc anecdote. depuis le temps que je le fais, j'imagine que ça sert, sinon c'est des masos. Ce que je pourrais dire, ce que j'ai vraiment de marquant sur des équipes commerciales, on a eu vraiment des chiffres d'affaires, c'est-à-dire avant, après, sur comment lire l'individu. Enfin, moi j'aime bien le challenger en disant la vente, ça n'existe pas. Si je comprends le besoin que j'ai le produit, c'est aider à décider. Et en gros, c'est ma philosophie. Pour moi, la vente, c'est un métier d'écoute. Donc, par exemple, le groupe Dior, on travaillait sur les vendeurs d'exception. Alors, peut-être qu'ils allaient faire des très belles ventes, mais c'est vrai qu'on a fait une formation quelques mois avant et il y a eu des très belles ventes. Alors, ça serait très prétentieux de se les approprier. C'est comme un athlète, hein, il aurait pu performer sans nous. En tout cas, ça s'est bien passé et ils nous ont demandé de continuer. Dans les COMEX que j'ai accompagnés, on a pu résoudre des problématiques de communication, des profils peut-être qui n'allaient pas s'entendre, ou alors des gens qui auraient peut-être du mal à s'intégrer. Donc là, voilà, ça a été des petites choses, des petits tips. Au niveau méta, sur des recrutements, par exemple, se rendre compte que sur certaines grilles métiers, si on parle de profil, c'est-à-dire qu'il y a malheureusement des espèces de cases ou de directions, mais pas les gens dans des cases, on montre qu'ils sont, de montrer que sur certains types de recrutement, il y avait des profils qui étaient totalement absents. Ensuite, de se dire, qu'est-ce qui fait que dans votre grille métier, il y a certains profils, Ah oui. est-ce que c'est lié à la profession ou est-ce que c'est lié au recrutement? Parce que même profil, même réussite, mais même profil, même échec. Donc, c'est de se dire, est-ce que dans certaines situations, on a dans nos recrutements un manque? Voilà, donc chez Metro, chez Lactalis, de se poser les bonnes questions. Voilà, ça a été ça en tout cas mes réussites. Et ça a amené l'entreprise à se dire, tiens, tel profil, finalement, c'est vrai qu'on n'en a pas beaucoup, on ne l'a pas essayé. Vous allez recruter en fonction de ce profil ou pas? Alors non, parce que je m'y tiens, c'est que tout le monde a ses compétences et un profil ne fait pas la performance. C'est plutôt de se dire, OK, comment on va communiquer en te disant, quand je communique, est-ce que je communique pour les gens qui parlent comme moi? Ou est-ce que je vais avoir des profils qui vont être complètement sceptiques à mon discours? Et donc peut-être qu'ils ne vont pas comprendre le discours, ils ne vont pas être embarqués, ou je ne les nourris pas. Et c'est plutôt d'essayer de construire des discours qui nourrissent le plus de personnes possible pour que chacun s'y retrouve. Ou que si dans un discours, je sais pas, moi j'ai besoin de créer du lien, et qu'on est dans une phase où là, il n'y a pas de lien, il faut y aller au charbon, c'est de le faire d'une manière pour que je m'y retrouve. En disant, voilà, là, il y a quelque chose à faire, on a 3 mois, ça va être la guerre. Il y en a qui vont aimer le côté compétitif et le challenge, et il y en a pour qui le fait d'être dans un cadre, ça va être compliqué, c'est de le mettre dans une atmosphère qui soit viable Pour ces personnes-là. Voilà. Le même D'adapter objectif. l'atmosphère Ouais, c'est ça. au profil de la personne. Ouais, mais comme ça se fait sur les autres outils psychométriques. Hein. La seule différence, c'est que là, comme on passe par le corps, il y a quelque chose d'incarné où les gens se l'approprient. Il y a une petite distance avec les questionnaires, c'est je sais qui je suis, là je ressens qui je suis. Quand je ressens, il y a un petit clic complémentaire, qui est complémentaire du reste, mais ça vient cliquer quelque chose. Et quand je découvre le profil de quelqu'un, c'est pas il est comme ça,
Il a besoin de ça. Et donc, il y a moins de tension en disant, s'il a besoin de précision, c'est pas un casse-pied, c'est qu'il a besoin de ça. S'il parle beaucoup, c'est qu'il a besoin de brainstormer, c'est un mode de fonctionnement. Donc, ça permet de sécuriser, d'accepter l'autre, en tout cas, moi, c'est comme ça que je l'enseigne, avec un peu plus de souplesse. Oui, c'est surtout des notions d'acceptation importantes dans l'esprit d'équipe, parce que tu parles de natation, mais est-ce qu'aujourd'hui, par rapport à, si je reviens au monde du sport, tu as accompagné des équipes au-delà de sports individuels comme la natation? J'ai fait du football. En fait, il n'y a pas de sport individuel. Je prends l'exemple de la natation. Tu as un team, tu as des kinés. Donc, en fait, il n'y a aucun athlète qui réussit tout seul. Il y a toujours un team avec. Il y a tes sparring partners. Donc, en fait, le sport individuel, ça n'existe pas. Le sport collectif, c'est encore plus complexe. J'ai accompagné du rugby, du hand, du volley, du foot dans des centres de formation. Donc, là, il y a une alchimie encore plus subtile parce qu'il faut trouver que le besoin de l'un ne vienne pas pirater le besoin de l'autre. Je parle d'un point de vue biomécanique. Ça veut dire que s'il y en a un qui est droitier et que l'autre il est gaucher et qu'il ne peut pas se passer la balle, c'est un peu compliqué. Donc ça, les bons sélectionneurs le font. Mais plus loin de ça, dans le discours, dans la présentation du projet, s'il y a des gens qui ont besoin de comprendre et d'autres qui ont besoin d'agir de manière caricaturale, si le coach il passe plus de temps sur l'un ou sur l'autre, il va perdre la moitié de l'équipe. S'il y a un coach qui est comme moi, très métaphorique, et qu'il est avec des gens très terre-à-terre, il va parler dans le vent. Donc c'est comment est-ce qu'on arrive à comprendre les besoins de chacun pour au mieux nourrir tout le monde. En fait, l'idée, c'est de faire un buffet. C'est de pas de faire un menu unique, quoi. Mais en entreprise, c'est la même chose. Les équipes en entreprise auraient aussi besoin de ça. C'est d'autant plus complexe que dans le sport, il y a une préparation. Pour moi, la vraie différence, pour revenir à ta question dès le départ, c'est que la performance, elle est planifiée en sport. C'est-à-dire qu'on a une préparation, on a un temps. En entreprise, les gens qui nous écoutent veulent faire ça. Vous prenez votre année et vous mettez vos compétitions. Il y a un gros problème de hiérarchisation parce qu'il semblerait qu'en entreprise, tout soit important. En entreprise, quand j'écoute les gens, tout est important et urgent. L'avantage dans le sport, il y a des championnats de France, des championnats d'Europe, il y a des sélections, il y a des Jeux Olympiques, mais c'est normalisé. Alors, évidemment, tout le monde veut gagner, mais tu imagines bien que dans la même année, quand il y a un match et il y a les Jeux Olympiques, voilà, il y a une petite différence et on peut faire des choix. En entreprise, moi, quand j'écoute les managers, tout est important. Il n'y a pas de fondamentaux. Donc, comme tout est important, on est à fond, tout le temps. Donc, le réservoir d'énergie, il se vide. Et puis, s'il n'y a pas de frein, des fois, on a du mal à tourner, quoi. Et donc, ça fait des prises de décision à l'emporte-pièce, ça fait des émotions. Et donc, voilà, les différences, elles vont être vraiment, vraiment marquées là. Donc, prenez votre agenda et dites, voilà, c'est quoi mes compétitions de l'année, voire de la semaine. Vous allez voir que c'est comme une compétition, c'est un engagement. Je ne sais pas, moi, une prise de parole, un document à rendre. Combien j'ai eu de temps pour me préparer, combien j'ai de temps pour récupérer et combien j'ai de temps pour le fêter. Et on va voir qu'il y a souvent une absence totale de rituel dans l'entreprise. Complètement. Dans le sport, il y a quelque chose de rituel. C'est pour ça que je dis qu'ils sont très monacal, je ne sais pas comment, l'un des deux. Il y a quelque chose de vraiment spirituel dans le sport parce que ils se lèvent, ils font attention à ce qu'ils mangent, ils s'entraînent, ils respectent leur corps, ils sont dans leur bulle, ils sortent, ils décompressent, ils font les siestes. Pendant ce temps-là, ils passent du temps de qualité parce qu'ils sont dans petits groupes. Puis quand ils gagnent, ils le fêtent. Donc cette espèce de ritualisation, elle est un peu perdue dans le monde de l'entreprise et encore plus avec maintenant le travail en digital, la fameuse machine à café, ou quand est-ce qu'on fête les victoires. Et ça, c'est vrai par contre, même si je ne suis pas fan de la mentalité d'accompagnement américaine que je trouve très dure, ça, ils l'ont. Ne serait-ce que comment on fête le bac aux États-Unis. Nous, le bac, c'est une liste, merci, au revoir. Aux États-Unis, ils ont un cérémonial. Nous, c'est vrai que ça, quand tu as ton bac, tu as une petite liste et puis tu le fêtes tout seul. Mais il n'y a pas tout le monde qui va fêter ça. Donc posez-vous la question, pareil, quand est-ce que la dernière fois que tu t'es fait un cadeau quand tu as réussi un vrai dossier? Il n'y a pas longtemps, on s'est posé la question justement qu'il fallait qu'on célèbre. Et tu vois, chez Organic Office, on avait des victoires à fêter, on ne les a pas encore fêtées. Voilà. Donc, symboliquement, pourquoi? Parce que dans l'entreprise, tu te dis toujours, et après, qu'est-ce que j'ai comme challenge nouveau à... Tu sais, un truc tout bête, avant, on avait les photos papier, on les mettait dans un album. Donc, c'est-à-dire que de temps en temps, on les voyait. Donc, il y avait un côté, tu vois, on pouvait... voilà. Et ça, donc, nous, ça, on l'utilise. Essayer de réactiver des moments qui ont été fonctionnels. Maintenant, une espèce d'urgence où il faut réussir ses réseaux sociaux, il faut réussir sa course à pied, il faut réussir sa présentation managériale, il faut rester fit pour l'été. Il y a une espèce de pression sur pression qui fait que le temps organique du cerveau, il est tout le temps en tension. Et le cerveau, ça reste, alors métaphoriquement, c'est comme un muscle. Tu tires dessus, ça fait des crampes. Donc ce qu'on fait pour les muscles, ce qu'on fait pour son téléphone quand il est vide, on le recharge. Quand est-ce qu'on fait pareil pour le cerveau? Le cerveau, en fait, façon de dire l'individu, le mental. Quand est-ce qu'on le branche pour qu'il se recharge? Quand est-ce qu'on le coupe pour qu'il se calme? Jamais.
Et c'est aussi quand est-ce que, si on est dans le monde de l'entreprise, le manager perçoit chez Ouais. ses collaborateurs que c'est le moment de récupérer, comme un sportif après une compétition. Et c'est là où, pour moi, le middle management, c'est ce qui est le plus compliqué parce Bien que, sûr. en fait, ce sont des gens qui vont subir la double pression et qui vont être en fait des amortisseurs. Ils vont recevoir la pression, ils doivent essayer de transmettre l'intention sans trop de pression, mais ils ont aussi de la pression d'en dessous parce que manque de ressources, manque de clarté. Et ils vont être généralement dans des entre-deux. Alors, je ne dis pas que les comex n'ont pas de stress, hein. Ils en ont aussi. Mais le middle management, c'est complexe parce qu'on n'a pas beaucoup de moyens pour aller plus loin. C'est-à-dire qu'on va nous donner un budget, on va nous donner des moyens, il faut faire avec. Il y a un objectif qui a été décidé parfois en très haut lieu, qui est plus ou moins en raccord avec la réalité terrain. On commence qu'on passe du macro au micro. Et puis qui est plus ou moins compréhensible avec les besoins d'une équipe. Donc, les entreprises avec les fameuses transformations, toutes ces choses-là, les plans, les budgets commerciaux, on va dire. Mais, ce qui peut marcher dans une zone géographique ne marchera pas dans l'autre. Parce qu'il faut recontextualiser. Ce qui manque un petit peu aujourd'hui. Remettre dans le contexte de la situation les ressources, les compétences et les capacités. Et toi, à ton niveau, qu'est-ce que tu peux leur apporter aux entreprises sur cette partie-là? Ah, moi, je reviens aux fondamentaux de base. Moi, j'ai mis un petit modèle. J'appelle ça la pyramide de la performance. Première chose, c'est La Est-ce pyramide que- de la performance. Ouais. Ça, les entreprises en sont friands. Comment on fait pour la être chose basique, c'est performant? est-ce que d'abord ils sont disponibles? C'est-à-dire ton téléphone, s'il y a 1% de batterie, est-ce que tu pars toute la journée avec? Tu vas le recharger. Donc déjà, voir l'état physiologique de ces équipes, De départ. l'énergie disponible. Ok. Mais dans l'énergie disponible, j'entends aussi les ressources matérielles. C'est-à-dire que quand on parle de ressources, je sais pas moi, si vous avez du matériel défectueux, si vous manquez de personnel, le niveau de disponibilité va se concentrer sur ce qu'il y a à faire. La deuxième étape, pour moi, c'est la sécurité. La sécurité, c'est est-ce que je suis respecté en tant qu'individu? Est-ce que mes besoins sont nourris? La Ensuite, sécurité, on va dire sécurité psychologique, de se sentir en sécurité. je donne un exemple. Ensuite, il y a la confiance. Et ensuite, il y a la motivation. La plupart du temps, quand on vient me voir, dire je sens que les équipes sont en perte de motivation. La motivation, ça n'a aucun sens. C'est un objectif, mais il faut regarder en dessous. Pourquoi elles ne sont pas motivées? Si on descend d'un étage, est-ce qu'elles ont confiance dans le projet, dans l'équipe, dans les moyens? Déjà, première chose. Est-ce que j'ai confiance? La confiance, c'est est-ce que j'ai la capacité à faire et à réussir? Généralement, quand on fait un truc et qu'on réussit, on prend confiance. Si on n'est pas sûr qu'il y a un doute, on n'est pas sûr de pouvoir le réaliser, le niveau de confiance, il est fluctuant. Donc déjà, première étape, voilà. Étape en dessous, est-ce que je suis en sécurité? Exemple tout bête, fusion-acquisition d'un groupe, est-ce que je vais rester dans le groupe? Les chiffres, si je ne les fais pas, est-ce que je suis viré? Est-ce que j'ai un manager qui est bienveillant? Donc, Est-ce si que j'ai le droit à l'erreur, par exemple? est-ce que j'ai le droit à l'erreur? Ouais. D'accord? Et étape en dessous, c'est je suis en fin de saison commerciale, je suis cramé et on me redemande. D'accord? Et là, on n'est que sur les gens qui n'ont pas de problème perso, qui n'ont pas de pathologie, qui n'ont rien. On est sur personne lambda qui a tout qui fonctionne bien dans sa vie perso. Donc, cette petite pyramide qui est toute bête, c'est de ne pas voir le haut du comportement en disant les comportements de réussite, c'est des conséquences de ce qu'il y a en dessous. D'accord. C'est est-ce que j'ai pu bien décider, j'ai pu choper la bonne information, j'ai de quoi faire mon travail, est-ce que j'ai la capacité et l'énergie pour le faire? Voilà. C'est du basique en fait. C'est pour ça que les agriculteurs, d'abord ils ont les machines, ils vont labourer, ils vont planter, ils vont arroser, ils vont attendre que ça pousse. Et c'est compliqué de dire je veux récolter 10 tonnes de blé avant d'avoir planté et vu la... Et ça, c'est l'entreprise qui va dire je veux récolter tant. Il faudrait, si on reprend ton discours, Guillaume, que une entreprise ou un manager se dise ok, avec mon équipe, compte tenu de son énergie, de son niveau de sécurité, de son niveau de confiance, quelle est l'ambition que je peux avoir avec cette équipe-là? Comment dire, c'est de croiser. Or, aujourd'hui, on fait un peu l'inverse. On dit ok, on va mettre l'objectif et puis après, on va regarder. Alors voilà, là les parties prenantes. c'est très dualiste ce qu'on dit. Bien Mais sûr. pour pouvoir produire, il faut voir quels sont les outils que j'ai pour produire. Mais c'est aussi créer un écosystème pour le permettre. Donc c'est un peu plus complexe que ça. Mais en gros, dire aujourd'hui, ma parcelle de blé, elle va faire tant, aucun agriculteur dit c'est pas possible. Il y a des tendances. Puis après, il y a la météo, il y a le marché. Donc l'arrivée d'une nouvelle technologie dans un marché, ça peut fausser la donne. Et on oublie le facteur humain. Le facteur humain dans tout ça. D'accord. Tu changes de politique RH, tu prévois une fusion-acquisition, tu mets un pied dans le système. Il y a des entreprises que j'accompagne, il va y avoir un rachat par un groupe de pension américain. Dans les 2 ans où c'est en information, ça génère de l'insécurité. Donc tu ne peux pas avoir la même productivité ou la même attente avec cette information-là.
Alors Guillaume aussi, on se doit de remercier tous les deux Nicolas Héron, qu'on embrasse au passage. On doit le remercier parce que c'est lui qui nous a fait nous rencontrer. Moi, je l'ai vu dans le cadre d'un débrief GRI. Il m'a dit, il faut absolument que tu rencontres Guillaume Rivas, posturologue, qui va te montrer de quoi il est capable. Et j'étais un petit peu sceptique avant cette rencontre. Je sais que toi aussi, mais finalement, on s'est rencontrés. Tu m'as posturologé. Je sais pas comment on dit, peu importe. Moi, j'aime bien dire profilé, mais Très bien, tu m'as profilé, je t'ai GRifié et on s'est rendu compte en fait que ces deux techniques étaient extrêmement complémentaires. On a même monté une formation qui va bientôt voir le jour pour les dirigeants, pour effectivement avoir la partie GRI et la partie posturologie qui sont extrêmement complémentaires. Qu'est-ce qui t'a convaincu, Guillaume? Parce que toi, tu n'es pas facile à convaincre. Hein. Qu'est-ce qui t'a convaincu dans le GRI, dis-moi? Je vais dire d'abord le doute que j'avais. Parce que j'ai quand même un peu de métier dans la psychométrie et je trouvais que les questionnaires étaient très longs, très cérébraux et pas toujours adaptés au terrain. Voilà, plus on réfléchit, plus on se pose des questions. Ce que j'ai trouvé intéressant dans le GRI, d'abord, c'est le côté ergonomique. C'est rapide, on n'a pas le temps de se poser 20 000 questions, on va à l'essentiel. Et donc, ça permet à l'individu peut-être d'être plus proche de ses sensations. L'autre chose, mon outil va vite. Et quelque part, peut-être que j'étais un peu jaloux que ça aille aussi vite que moi. Mais ça me permet d'avoir un outil complémentaire pour dire, voilà, je ne viens pas avec la science infuse, vous avez deux façons de travailler, ça permet de les rendre complémentaires. J'ai aimé le côté de manière instantanée, c'est-à-dire quand on va démarrer un séminaire, les gens n'ont pas besoin d'attendre des semaines, d'avoir un brief, un double débrief, contre-débrief. Ils vont avoir ce côté instantané d'avoir une piste de travail sur comment ils fonctionnent. J'aime pas dire qui ils sont, mais comment ils fonctionnent. Je dois admettre, j'ai été surpris par l'efficacité, parce que je me connais quand même relativement bien. Je vais le dire de manière très... J'ai appris des trucs sur moi. Tu as appris des trucs sur toi? Ouais, j'ai appris des trucs sur moi. Je n'avais pas vu, du moins pas vu comme ça, pas vu dans cette direction-là. Et donc, je me dis, si moi j'ai des trucs à apprendre, alors que c'est mon métier d'apprendre aux autres comment ils fonctionnent, bah, c'est qu'il y a quelque chose à creuser. Donc, je trouve ça très intéressant. Et puis, ces coups de bol, les lectures, elles se croisent. Ça veut dire que si les lectures se croisent avec le corps, et moi, je suis très sur le côté organique. Je pars du principe que si ça marche dans le corps, c'est que c'est biologique et que c'est vrai. Je me méfie un peu du mental. Et on avait trouvé qu'il y avait des grilles de corrélation. Similaires. Donc, c'est-à-dire que là où moi, je lisais une activation, tu lisais un driver. Là où moi, je lisais un mode de fonctionnement, tu lisais un comportement. Et on a vu des ponts. Donc, ça veut dire que c'est certainement, de par le côté spontané et rapide, c'est quelque chose de très organique. Ça s'appelle comment, rappelle-moi? Organic Office. Voilà. Donc, je me suis dit qu'être dans le côté organique, on allait s'y retrouver. Donc voilà, agréablement surpris. Puis à partir du moment où on peut offrir aux gens un maximum d'outils pour se lire, moi, voilà, je ne ferme à rien. J'essaie juste de faire en sorte que ce soit en adéquation avec ce que je défends, spontanéité, accueil de l'autre. Et là, ça cochait toutes les cases. Je te rends l'appareil, Guillaume, parce que moi, j'ai été bluffé par la posturologie. Et en quelques minutes, tu as réussi à découvrir qui j'étais et moi-même d'apprendre des choses. Donc, c'est incroyable. Et effectivement, le mariage des deux, de ce qu'on pense de soi avec son mental et puis ce que le corps dit de nous, le croisement des deux peut donner des éclairages extrêmement intéressants pour les dirigeants et pour leurs équipes. On a bien fait de se rencontrer alors. On l'a bien fait, mais oui. Pour le mot de la fin, Guillaume, c'est la question que je pose toujours à mes invités. Et toi, tu es un spécialiste de l'alignement. En tout cas, pour moi, tu es vraiment un spécialiste de l'alignement. Qu'est-ce que tu fais toi, personnellement, parce que tu aides tellement de gens, mais toi, personnellement, qu'est-ce que tu fais pour rester aligné, Guillaume? Alors ça, évidemment, les cordonniers les plus mal chaussés. Moi, je pratique, je fais beaucoup de techniques de respiration. J'essaye de m'écouter. Après, voilà, je suis comme tout le monde. J'ai une vie de famille, j'ai du travail. Première chose, pour moi, la priorité, c'est l'écoute. Peu importe ce qu'on fait, écouter soi, écouter l'autre. L'écoute, juste écouter, les choses, elles se font toutes seules. Voilà, c'est l'outil pour moi majeur. Et quelque part, ce qu'on fait tous les deux, c'est des outils d'écoute. Complètement. Donc voilà, après, les tips et la pratique, ça dépendra de son envie. Moi, je suis plutôt dans le corps et la physio, donc je vais chercher les choses qui font sens pour moi, avec des pratiques. Je nage, je fais du sport, d'autres sports, je fais du tir, je fais des choses comme ça. Et puis après, surtout, j'essaie de le partager, mais toujours dans le respect de mon écoute et de l'écoute de l'autre. Donc voilà, si je dois avoir le mot, c'est écoutez-vous les uns les autres. C'est une magnifique conclusion pour aligner. Tu es un manager aligné quand, effectivement, tu t'écoutes et tu écoutes les autres. Merci, Guillaume.